Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous, comme à toutes les semaines, en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell. On va parler de CF Montréal, on va parler de Coupe du Monde, j'allais dire à Montréal, qui aurait pu avoir lieu à Montréal. Ce ne sera pas le cas, ça a été confirmé au cours de la dernière semaine. On reviendra sur l'Euro, la Copa América et on répondra à vos questions. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Très bien, On n'est merci. pas encore à saturer, mais ça s'en vient. Attends, Hein? Attends, là, il y a encore du soccer à jouer cet été. Comme toi, on va y arriver à ce point-là de Je sais, saturation, ouais. Jean. Ce sera pas long. Ceci dit, j'ai pas entendu la même chose de Sid, qui fait juste hocher de la tête. Fait que je sais pas, lui, il est peut-être arrivé à son point de saturation. Je pense qu'il faudrait demander à sa famille. C'est plus eux qui doivent être arrivés à saturation, effectivement. Ouais, c'est ça. Le point de saturation n'est pas le même pour tous les éléments de la maison. C'est ça, ça va être notre chronique science qui est officiellement terminée. Yeah. Les gars, si vous le permettez, on va commencer avec notre segment à domicile. On va revenir sur cette victoire de 2-1 du CF Montréal. C'était hier à Orlando face à New York City FC. Une victoire quelques heures avant que l'équipe revienne. C'est un retour prévu pour jeudi après-midi, si je me souviens bien, à Montréal. Puis là, c'est un retour qu'on espère pour de bon. Mais d'abord, Sid, parle-moi de ce match-là où encore, en fin de match, on est passé à un cheveu d'échapper des points en fin de rencontre. C'est le VAR qui a, à mon sens, pris la bonne décision en voyant un penalty, mais aussi bien fait son travail en regardant pas seulement la séquence où Pantémis ramasse l'attaquant de New York, mais aussi on est remonté un petit peu dans le temps pour voir le hors-jeu de ce même attaquant. On s'en tire de belle façon. Et au final, on retient surtout qu'on l'a travaillé fort et on a réussi à ramasser les 3 points. Oui, effectivement, ça aurait pu gâcher une belle prestation. Souvent, c'est pas le cas. On a eu des matchs où, dans le contenu, c'était pas forcément formidable de Montréal, mais on a le regret d'échapper des points en fin de match. Mm-hmm. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration. J'ai trouvé Montréal extrêmement solide, très bien en place, jamais bougé par New York. Je le tweetais, il me manquait beaucoup d'idées du côté de NYCFC, il manquait aussi beaucoup de rythme. Il y avait pas, il y a eu une accélération qui a mené au but de Parks, mais j'ai trouvé Montréal dans son système défensif jamais pris à défaut et c'est crédible vraiment à tout le travail qui est fait depuis 12 matchs maintenant. C'est pas du tout un hasard le nombre de buts encaissés, quatrième défense de la MLS. On le voit pourquoi. C'est extrêmement compliqué de les bouger. Il faut mettre beaucoup plus d'envie, de verticalité et de mouvement que New York l'a fait. Donc c'est très bien. Offensivement, peut-être que je trouve que c'était mieux, beaucoup mieux même. J'avais beaucoup fustigé l'attaque montréalaise la semaine passée, mais force est de constater que quand Mihailovic va bien et qu'arrive à trouver ces deux cibles devant, c'est des choses très intéressantes. Par contre, sur les flancs, on reste quasiment toujours avec le même débat, malgré le bon match de Schweigner la semaine passée. C'est compliqué sur les flancs. Ils font pas tant partie de l'animation offensive que ça. Mais très belle performance de Montréal contre un adversaire plutôt similaire. Là, ça met Montréal dans le très bon wagon, hein, le wagon des équipes qui sont assez au-dessus de cette ligne rouge, et même quand on prend le nombre de points par match. Donc, c'est très appréciable ce que fait Montréal. Sid, moi, ce qui résume le tout là, sur ces 12 premiers matchs-là, il y a le descripteur, je crois, de Nashville à la radio. J'oublie son nom. Là, j'ai vu un tweet passer ce matin qui disait on ne donne pas assez de respect au CF Montréal pour ce qu'ils ont accompli, d'abord avec les résultats, mais surtout le contexte dans lequel on est allé chercher ces résultats-là, délocalisés en Floride, principalement à Miami. Au cours de la dernière semaine, c'était au New Jersey aussi, à Orlando pour le match d'hier. Sid, à partir du moment où tu as des Américains contre qui tu ne joues pas, et là, je parle de quelqu'un qui suit principalement Nashville, qui commente sur tes performances, il y a quelque chose qui se passe parce que le CF Montréal, on s'entend, les gars, c'est pas le sujet de prédilection d'Américains qui ont un paquet d'équipes, en fait, toutes les équipes de la Ligue, sauf 3, à suivre ou à commenter. Je pense que c'est un témoignage à ce qui a été fait sur le début de saison, Jean, parce qu'après 12 matchs, si on avait dit tu as une des meilleures défenses de la Ligue, tu es en 4e position, tu vas passer les 10 prochains jours au-dessus de la ligne rouge.
5 victoires, 3 défaites, 4 matchs nuls sur ces 12 matchs-là, avec tout le roulement d'effectifs. Un Samuel Piette qui est parti à la Gold Cup, Kamal Miller aussi. Ton gardien numéro 1, je comprends que Pantemis a confiance en lui, mais reste que là, ton gardien numéro 2, c'est ton numéro 1 pour les prochains mois, peut-être plusieurs mois. Dans ce contexte-là, c'est un gros début de saison pour Wilfried Nancy, non, Jean? Ça l'est, ça l'est. Et quand tu le remets, oui, dans le contexte, dans un contexte simple où, rappelle-toi ce qu'on disait en début de saison et comment le CF Montréal était tout en bas de la liste des équipes. Et clairement, parce que, comme tu dis, peut-être qu'au départ, il n'y avait pas un regard qui avait été porté très, très à fond dessus, comparé à ce que nous, on peut voir, parce qu'on avait vu d'ici, on voyait les choses bouger quand même un peu plus dans le bon sens, et je pense que d'une façon générale, notre discours était un peu plus positif que ça. Mais clairement, par rapport à cette période-là, il y a un mieux. Il y a un mieux qui se traduit par, comme d'ici, une excellente perf défensive, solide. Des gars, comparé à l'année dernière, j'ai l'impression que ce sont que l'ensemble, et je ne parle pas que des défenseurs, mais je parle du groupe dans les situations défensives, comprend mieux ce qui se passe, lit mieux, anticipe mieux, limite beaucoup plus les risques, même par rapport au début de saison où il y avait encore des problèmes. Je me rappelle justement Nashville, Cincinnati, où tu te disais, OK, là, il y a quand même des problèmes parce que, voilà, on savait que ces équipes-là allaient jouer telle ou telle façon. Et on a un petit peu laissé faire, et ils sont venus développer du jeu alors que c'était la priorité de les bloquer dans ce domaine-là. Là-dedans, là, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration qui est très, très nette, hein, qui est marquée par des performances collectives très, très bonnes, l'émergence de joueurs extrêmement solides. Donc, pour l'instant, c'est dans la courbe de progression, c'est très satisfaisant. Je pense qu'on parle de la ligne rouge, ouais, OK. Ce que je vois surtout, c'est la continuité qu'il y a là maintenant et la façon dont l'équipe est maintenant capable. Et ça, je dis parce que je ne pense pas que c'est quelque chose sur la saison et demie qu'on vient de vivre, mettons, on n'a pas eu l'occasion de le dire beaucoup. Je pense que c'est une équipe qui est en train de s'asseoir sur un vrai vécu, de vraies bonnes performances, une croissance, mettons, continue dans sa qualité de jeu, et qui est capable maintenant de basculer. On dit toujours, il y a toujours un moment charnière au mois de juillet à peu près, vers lequel les équipes peuvent se basculer, disons, sur l'avenir dans la saison. Et je pense qu'on y est, et dans de bonnes conditions. C'est de l'échange d'Amar Sejdic depuis la dernière émission. D'abord, est-ce que tu as été surpris? Qu'est-ce que tu penses du montant qui pourrait, puis là, je ne sais pas trop clair exactement, c'est quoi les mécanismes qui pourraient mener à 150 000 $ en argent d'allocation générale qui viendrait du côté de Montréal pour les services de Amar Sejdic? Puis, la troisième question, c'est est-ce que c'est une grosse perte, à ton sens, au milieu de terrain? Alors, si on se replace dans le contexte de l'émergence d'Amar Sejdic, qui a été une des belles révélations de l'an passé, 150 000 d'allocations, je trouve ça faible. Maintenant, je suis obligé de prendre en considération les 12 matchs qu'il y a eu depuis le début de l'année, la formation dans laquelle évolue Wilfried Nancy, et puis l'absence de performance clé de la part de Sejdic, qui semble pas trouver sa place, sachant qu'il serait idéalement, en tout cas pour lui, un substitut de Mihailovic, mais s'il y en a un qui est indéboulonnable avec justement les Wanyama, les Piette de ce monde, c'est bien Mihailovic. Donc il a jamais su faire sa place dans cet effectif-là. Donc je peux comprendre que ce soit que l'échange se fait, et que pour cette année, c'est effectivement pas une grosse perte. 3 ans plus tard, c'est pas un joueur qui a réussi à s'imposer comme il l'aurait dû le faire. Mais je suis un peu surpris, peut-être de la stagnation ou régression, je sais pas vraiment le bon terme, entre la fin de l'année passée et le début de cette année. Je pensais sincèrement que on aurait eu un autre bon joueur avec un flair offensif à disposition, mais ça n'a pas été le cas du côté d'Amar Sejdic, malheureusement pour lui. Ouais, c'est tellement un bon commentaire, ce Sid, sur la transition de 2020 à 2021. Je me souviens, moi, j'étais au Centre Nutrilait quand il y a eu quelques entraînements du CF Montréal avant le départ vers la Floride. Puis
Je le regardais, à ce moment-là, il y avait plusieurs joueurs partis en équipe nationale. Il était à quelque part, c'est un peu bizarre à dire pour un gars qui, avant 2020, avait 68 minutes d'expérience en MLS. Tu sais, il y a eu beaucoup de temps de jeu, un peu de nulle part l'année passée sous Thierry Henry. Est-ce que c'était par défaut? Je pense que dans un premier temps, oui. Après, est-ce que c'était mérité? Probablement sur la deuxième portion de saison, mais c'était dans un contexte vraiment particulier où tu as plein de milieux qui sont partis. Tu sais, Boyan était dans un contexte bizarre, Taider est parti aussi. Bref, moi, je l'ai vu à l'entraînement, puis je me disais, et c'est un jugement, là. Je le connais pas, puis j'ai pas vraiment eu d'écho. Mais juste en le regardant s'entraîner, je me disais, tu te comportes comme un gars de 29, 30 ans qui a presque une dizaine d'années d'expérience derrière la cravate. Moi, je n'étais pas convaincu que c'était quelqu'un qui se voyait quasiment en danger ou au minimum obligé de se battre à la vie, à la mort pour du temps de jeu. Et c'est ce que je constate comme toi sur les 12 premiers matchs de la saison. L'autre constat que je fais, c'est que tu fais l'inventaire des milieux de terrain. Victor Wanyama, on s'entend avec sa prestance puis avec ses qualités quand tout va bien, là, il n'y a pas photo. Samuel Piette, c'est le gars gritty qui va récupérer des ballons puis qui va jouer simplement. Après, tu as Torres. J'aime beaucoup, moi, ce que Torres apporte en cours de match, en deuxième mi-temps. C'est un gars rapide, 1 contre 1. Il n'y a personne qui a des appuis comme lui dans l'équipe. Ahmed Hamdi, quand ça va bien, il est capable d'accélérer les choses. C'est quoi le vrai Mihailovic, on n'en parle même pas, comme tu l'as dit. Le vrai upside de Amar Sejdic, c'est quoi? Et puis, à quelque part, en MLS, il faut que tu apportes quelque chose que les autres n'apportent pas. Sinon, mets Mathieu Choinière dans l'axe, puis trouve quelqu'un d'autre pour jouer à sa place en Zachary Brault-Guillard, si c'est juste pour prendre des minutes. Et ses départs, pour moi, il est passé à côté cette saison, Amar Sejdic. Et je comprends que c'est peut-être pas un gros montant, 150 000, mais moi, je pense qu'il n'y avait pas une grosse marge de progression non plus pour Amar Sejdic. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, tu sais, Maxi Urruti, on ne voyait pas grand-chose à Montréal, puis il est en train d'exploser la ligue là, du côté de Houston. Fait qu'on souhaite à Atlanta de voir un Amar Sejdic très performant. Je présume que ça voudra dire qu'on va ramasser le 150 000 d'argent d'allocation au complet du côté de Montréal. Tu parlais tout à l'heure, Jean, du Power Ranking en début de saison. Tu fais bien de nous le rappeler. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça qu'on plaçait le CF Montréal 27e sur 27. Là, plus tôt cette semaine, c'était pas Montréal, c'était Toronto qui était 27e sur 27. Après, ça a dégelé le week-end dernier face au DC United, 7-1. Chris Armas congédié. Le match suivant, tiens, comme par hasard, le Toronto FC va gagner 3-2 sur la route contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Dans la catégorie, on n'avait pas trouvé un bon fit entre le coach, sa volonté d'installer une identité très particulière et le groupe qu'il y avait sous la main. Vraiment difficile de plus passer à côté qu'on l'a fait du côté de Toronto avec Armas qui est déjà congédié. Ah oui, complètement. Toronto, c'est pour TFC, c'est tout full camp maintenant. Hein? Ils ont gagné 3-2. Tout va bien. Il y a encore. Oui, d'accord. On va dire ça. Non, c'est ça. Il y a, voilà un club qui est parti. On rappelle les années de misère de Toronto quand même. C'était une catastrophe totale, qui a complètement changé totalement son visage avec un nouveau président, un nouveau directeur général qui a rechangé complètement la façon d'organiser, de penser. Et mine de rien, pas loin de ce qu'on a vécu ici ces 2 dernières années. Hein. Avec une vision à la fois sportive et, et économique aussi, parce que clairement, le MLS, on est régulièrement amené à parler des deux main dans la main. Bezbatchenko, il a complètement changé le club. En directeur général, franchement, c'était rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et ça s'est traduit par des recrutements beaucoup plus intéressants. Il est sorti un petit peu de la dynamique torontoise où on se disait, voilà le type de public, de supporters qu'on a, alors on va tout faire pour eux. Donc, qui était ciblé très anglo-écossais, par exemple. On allait un petit peu dans ces eaux-là, avec 1 ou 2 touches, avec des joueurs un peu plus créatifs peut-être. Mais il y avait cette idée qui était vraiment, vraiment des œillères. Lui, il est arrivé, regarde, un de ses premiers trucs, ça a été de dire
Non, finalement, on va pas garder Defoe, qui était le joueur vedette, etc., parce qu'il y avait une demande qui était beaucoup trop forte. Dit non, non, nous, on va pas garder Defoe. Par contre, on va récupérer Altidore. C'est l'échange avec, enfin, le deal avec Sunderland, hein, qui est passé. Et Altidore qui correspond beaucoup plus, qui a un profil beaucoup plus proactif en MLS, c'est certain. Il venait de signer Bradley et 3 jours après avoir récupéré Altidore, il va chercher Jovinko. Bon, ben voilà, quoi. Je veux dire, personne à Toronto n'avait eu ce genre de démarche et de concept un petit peu auparavant. Avec ça, il a surfé, je dirais, vraiment sur une excellente vague, avec une dynamique, des jeunes joueurs, des Osorio, etc., qui arrivaient. Et c'est un club qui s'est inscrit après dans le haut niveau, mais surtout qui a réussi à durer sur plusieurs années. Et c'était assez remarquable. À un moment, c'était même un des modèles à suivre en MLS. Ce qui se passe là, c'est que Vachenko est parti. Il y a un nouveau changement, un nouveau directeur général. Bon, qui vient de New York, et c'est parce qu'il est passé au Red Bull qu'il a connu Chris Armas qu'il est allé le chercher, mais clairement, là, il y a eu une grosse erreur comme on dit, de casting, au sens où Armas, il arrive et demande quelque chose qui, clairement, ne colle pas avec le profil des joueurs qu'il a. Tu demandes de jouer beaucoup plus rapide, de jouer beaucoup plus vertical, d'être beaucoup moins en possession, d'être un peu plus direct, de beaucoup plus de pressing. Je pense pas que ce soit quelque chose qui aujourd'hui colle vraiment avec Bradley, Et c'est pas, avec et Osorio. Jean, c'est pas juste la manière de jouer, c'est aussi ces gars-là, ils ont des personnalités fortes. C'est pas le style de joueur Aussi, seulement. Tu sais, Osorio, là, c'est un gars dont on parle pas comme on parle de Bradley, de Altidore. Mais Osorio, là, tu lui demandes pas de dénaturer son jeu ou de changer sa manière de jouer clairement. comme ça en claquant des doigts. Il va te dire, attends une minute, là, t'étais où, toi? Puis tu faisais quoi pendant que nous, on se tapait 3 finales de MLS Cup au cours des pendant 4 ans? Moi, je pense que ça a été ça aussi, Totalement. le manque de jugement sur pas juste le casting des joueurs, mais des gars, de ce que ces joueurs-là avaient entre les deux oreilles et comment ils Totalement. allaient réagir au changement. Non, 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 totalement. Tu as parfaitement raison. Ça va exactement avec ça. C'est-à-dire pas avoir pris du tout en compte la température du vestiaire et Ouais, ce que tu allais être capable de demander à ces gars qui, quand tu vois ce vestiaire, tu vois les personnalités fortes, peut très bien, je dirais, quasiment vivre en autogestion, quoi. Euh, mais c'est chiant pour Greg Vanney, ça. ouais. Euh, Armas a clairement pas du tout été capable de gérer ce côté-là. Ce Non, côté, pas du tout. bon, ben, on va discuter en quatre yeux, hein, entre nous, et puis on va essayer de trouver une façon euh, qui vous convienne, parce qu'au bout du compte, c'est quelque chose qui doit convenir Ouais. aux Et, joueurs en tant que personnalité. Et clairement, tu ne vas pas demander à ces gars-là de changer du jour au jour à quelque chose sur lequel ils sont assis pendant 10 ans. ouais, ben, en fait, c'est plus ça, c'est la vitesse à laquelle tu exécutes cette transition-là. Si tu veux le faire sur les 18 prochains mois, peut-être. Si tu veux le faire sur les Ouais. 18 prochains jours, ce à quoi le camp d'entraînement ressemblait, là, je pense que tu te ramasses dans le Non, trouble. Bref, clairement ça pas. va être intéressant de suivre le reste de la saison du Toronto FC, à voir parce que cette équipe-là, puis justement, si tu es à ce point-là, convaincu entre tes deux oreilles que tu sais ce qui est bon pour toi, et là, je parle du groupe, et que tu rejettes ton coach, ben peut-être que tu es aussi capable de remettre les choses en marche et faire une course folle vers les séries en fin de saison. Tout à fait. Ça reste à suivre du côté de Toronto. Sid, on va maintenant basculer vers notre segment en temps additionnel. Italie, Angleterre, finale logique? Oui, oui, je pense que sur l'ensemble des équipes favorites, ce sont les deux équipes qui, pour des raisons un peu vraiment différentes d'ailleurs, sont ressorties du lot avec une grosse cohésion tactique et aussi une profondeur parce qu'ils ont été bien épargnés par les blessures.
Il y a malheureusement Spinazzola qui lui a été blessé à long terme, mais globalement, il n'y a pas vraiment eu d'hécatombes sur des postes clés comme il y a pu avoir par exemple pour la Belgique ou la France. Et on a surtout une profondeur qui a permis toujours de pouvoir imposer son style. Même que parfois quand c'est des styles qui étaient moins dominants, que par exemple Italie et Espagne. C'est vraiment aussi le fruit de la logistique. C'est-à-dire, c'est 6 matchs sur 7 à Wembley pour les Anglais. Ça reste 1 euro à domicile. C'est souvent le cas. Attends, je veux prendre un petit peu plus de temps là-dessus avant que tu me parles de la finale. Globalement, là, on s'entend qu'on ne peut plus jamais refaire un euro qui ressemble à ça. C'est un avantage déloyal. Ou sinon, fais-les ces matchs-là à domicile, dans les stades que tu avais, mais tu ne peux pas avoir des équipes qui jouent à la maison pendant que tu en as d'autres qui bourlinent. Tu sais, le Danemark, je suis désolé, c'est juste pas juste d'avoir une équipe qui vit ce genre de tournoi-là, qui se rend aussi loin, alors que du côté de l'Angleterre, à part un match, tu es pépère à la maison, dans tes affaires, à jouer devant tes partisans. On ne peut pas refaire un tournoi comme ça, là. Non, effectivement, le Danemark qui était à Bakou, donc qui s'est tapé 10 000 kilomètres avant la finale, la demi-finale, pardon. Ça pose beaucoup de questions sur l'organisation, sur comment on est arrivé à ce type de logistique-là. Mais bon, genre, ça reste un avantage. Je veux pas forcément aller trop loin en tirant des conclusions du pourquoi, du comment, mais bon, ça reste un avantage certain et ils ont aussi en profité. Et de l'autre côté, l'Italie avait fait forte impression, avait fait en fait tellement forte impression face à la Turquie qu'on était un petit peu hésitant parce qu'on se dit mais cette équipe-là, elle est là pour aller jusqu'au bout, mais on s'est posé la question par rapport à la Turquie. La Suisse, ils sont passés au travers, ils sont complètement mis la Suisse au tordeur. Encore une fois, on s'est dit, mais c'est pas possible, peut-être que la Suisse est pas au niveau. Donc, dernier match, Pays de Galles, ils sont un peu plus en gestion, mais encore une fois, comme là, il y a Verratti qui revient dans le groupe, et on se dit, bon, ok, mais cette équipe-là, finalement, et puis tout le match, là, on dit, bon, on va attendre face à l'Autriche pour voir. Ok, l'Autriche a fait une meilleure impression, mais le résultat a été quand même similaire. Et là, il était le fameux grand test. Ouais, attends, c'est la Belgique, c'est bon. On va voir quel bois il se chauffe. L'Italie, logiquement, a été sûrement l'équipe la plus impressionnante de l'Euro. Et puis l'Angleterre, de Southgate, pragmatique. C'est l'héritage de Santos et de Deschamps. On est tous derrière le ballon. On a des gars qui courent super vite sur les côtés. On les envoie dès qu'on peut. On a un joueur un peu plus au-dessus du lot dans la classe technique qui marche sur l'eau parce qu'il joue à domicile. Et c'est ça, c'est une belle... Et ça fait qu'on arrive avec des Pickford qui ont pris qu'un seul but, alors que c'est très loin d'être le meilleur gardien de l'Euro. Il y en a au moins 5, je peux te citer, qui ont fait des meilleurs Euros que Pickford. Donc, mais c'est une finale très logique. Mais bon, facile de dire après coup, mais sur les performances présentées durant la compétition, c'est très logique que ces deux équipes soient en finale. Balle au pied, je pense que Alisson Becker a fait un meilleur Euro que Jordan Pickford, Sid. Ça résume. Si vous trouvez que ça n'a aucun sens, cette référence-là, ben vous avez tout à fait raison. À quelque part, moi, je suis fan de Jordan Pickford parce que je trouve ça tellement excitant de regarder ses matchs. Je trouve qu'il est capable de faire des arrêts extraordinaires. Mais si on avait Calamity James, là, on a trouvé son cousin éloigné, là, parce que Jordan Pickford, là, il est toujours à une passe toute simple en retrait de shanker ça, s'enfarger dans ses lacets, tomber à pleine face, être obligé de s'enlever les cheveux du visage, puis finalement faire un arrêt extraordinaire, puis on va se rappeler de ça. Mais on oublie qu'il y a eu des bourdes auparavant. Juste pour conclure, avant de parler à Jean d'un joueur en particulier, je veux savoir, tu parlais de qui, Sid, quand tu parlais d'un joueur technique au-dessus du lot? Es-tu dans la Grealish Army ou tu parlais de quelqu'un d'autre? Non, mais ça a été une masterclass de Harry Kane contre Danemark. Et puis, tu vas le voir décrocher, orienter le jeu. Il était plus Benzema que Benzema. C'était assez remarquable. Tactiquement, c'était une équipe qui était tellement facile à lire, mais c'est agréable, mais ça remet pas en question. Mais facile à lire.
on a Harry Kane qui décroche, il est entre les lignes, on a Saka pour la percussion, on a Sterling pour la profondeur. Enfin, c'est facile à lire et puis c'est très bien fait, très bien exécuté. Et puis crédit à Harry Kane qui, je pense que tu sais, c'est facile, hein, l'opinion publique, hein, mais après 3 matchs, Harry Kane, il était au pilori, c'était vraiment la grosse cible. Puis ça a pris ce but-là, il a débloqué. Et puis même après ce but-là, j'ai un peu peur du storytelling, justement, j'ai envie d'employer le mot, il a débloqué. Mais non, finalement, il a joué à un niveau de jeu qui est vraiment largement supérieur et qui mérite maintenant tous les louanges qu'il a. Mais je suis content pour lui parce que c'est un très bon joueur de football qui a drôlement pour un Anglais, qui a peut-être pas le respect des Lewandowski, des Benzema et d'autres gros avant-centres, et qu'il a l'option justement, et pas non plus pas une hype qu'on a tendance à voir chez les médias britanniques, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Assez simple à lire, pas ce qu'il y a de plus raffiné. En même temps, moi, si tu me donnes la première page du menu puis le burger a l'air de faire la job, là, ça se pourrait que je me rende pas à la 3e page. Je pense que Harry Kane puis l'Angleterre, c'est peut-être un peu ça en ce moment. Parlons d'un coéquipier de Harry Kane, Jean. Raheem Sterling, là, il faut remonter dans le temps, dans ses choix de carrière pour voir à quel point ça a été influent pour ce qu'il fait maintenant, parce que le Sterling qu'on a vu à Liverpool, il était très prometteur à ce moment-là, mais il y avait tellement de travail à faire. On sentait qu'il y avait quelque chose là, mais il fallait le polir, il fallait le raffiner. C'est exactement ce qu'on a été capable de faire avec son passage à City. Ah oui, complètement. L'explosion de Sterling, tu te rappelles, c'est avec Liverpool de Brendan Rodgers, c'est la fameuse ligne Suarez, pas de Jürgen Klopp, Sterling. Exact. C'était quelque chose d'assez fort, mais tu voyais ce joueur-là, et tu disais, OK, wow, il y a du potentiel, mais il est un peu partout. Il est très, très difficile à fixer, et tu pouvais te dire, OK, au niveau tactique, au niveau discipline, il y a du travail à faire. Eh bien oui, son passage à Manchester City, ça a été quelque chose d'assez incroyable, parce que tu vois la façon maintenant dont on parle de lire le jeu, on parle de comprendre le jeu. Lui, c'est quelqu'un qui va être capable de voir les espaces. Pareil, d'aller dans des endroits où tu ne l'attends pas du tout, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose à faire là, que c'est la course à faire, parce que c'est ce qui va le rapprocher d'un partenaire. C'est là qu'il va y avoir un espace qui va s'ouvrir. Il vient demander des ballons, il est à l'aise, balle au pied, et crée des choses. Et puis, en plus de ça, tu le vois là, c'était sous-jacent dans plusieurs de nos discussions sur l'Euro. Vous avez vu sa prolongation? Sterling? Il change pas les piles. Non. L'action du pénalty, on va en parler plus tard, mais il va chercher ce ballon, il va provoquer, il va créer quelque chose. On est en pleine prolongation là, à ce moment-là. Il est remonté depuis le début du tournoi. Alors, mais ça reste un gars, Jean, ça reste un gars qui a à quelque part canalisé cette énergie-là. J'ai l'impression qu'à Liverpool, là, c'était le Raheem Sterling en 3e ou 4e année du primaire à qui tu es toujours en train de dire, là, assis-toi, là, arrête de courir partout, là, assis-toi puis regarde au tableau. Tu vas voir après, tu vas savoir ce qu'il faut faire. Là, on a le Raheem Sterling de l'université. Oui, complètement. C'était capable de regarder un petit peu ce qui se passe, de ne pas être impliqué à chaque fois forcément dans tout ce qui se passe, mais de comprendre le moment où il va falloir être actif, moment où il va falloir prendre des décisions, et de comprendre jusqu'où il est capable d'aller les amener, ces décisions-là. Parce que tu vois que ses courses, et très souvent, vu qu'il est impliqué dans quasiment tous les buts anglais dans ce tournoi, il est facile de voir un petit peu le travail qu'il fait. C'est assez impressionnant de voir sa lecture et sa prise de décision à chaque fois dans toutes les phases de jeu. Moi, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Et au niveau maturité, ouais, tu te dis, OK, je pense que travailler avec quelqu'un comme Guardiola, ça l'a amené à un niveau supérieur. Là-dessus, je dirais que la discussion qui existe, il a disparu de la circulation pendant 3 mois quasiment. Il jouait plus. Il jouait plus du tout à Manchester City. Est-ce qu'au niveau de la fraîcheur, ça n'a pas fait quelque chose et que là, maintenant, il est pas mal plus disponible? C'est possible aussi. Mais il est certain que sans lui, l'animation anglaise, elle est vraiment quelconque. C'est de ton top de la dernière semaine à l'Euro?
Pedri, Oh, il est wow. né en 2002. Il est né en 2002. Ouais, Pour moi, mais tu sais quoi, Sid? Tu fais bien de le dire comme ça parce que je parlais à la radio cette semaine puis je disais il y a 18 ans seulement. Mais on dirait que 18 ans maintenant, là, et dire que quelqu'un est né en 2002, c'est le 2002 qui est plus choquant là-dedans. Non, mais c'est incroyable le niveau technique de ce joueur, sa lecture tactique, sa capacité à prendre le contrôle d'un milieu de terrain comme l'Espagne. L'Espagne, c'est probablement le meilleur milieu de terrain. Pas forcément, même pas forcément des joueurs, mais c'est la quintessence même d'un football de passe, de position et de s'imposer comme leader dans ce football-là. Quelles que soient finalement les générations, depuis 20 ans, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, peut-être avec l'Argentine sur certains aspects, mais c'est impressionnant comment. Je pense qu'en première mi-temps, il rate pas une passe. On arrive, sa première passe ratée, on arrive à la fin, à la prolongation, je pense, où il rate une passe, et encore là, c'est discutable. C'est un tacle qui est interprété comme une passe, et on a un joueur qui, à juste titre, est valorisé par son coach, qui a quand même dit que même Iniesta ne faisait pas ça. Puis c'est Luis Enrique qui dit ça. C'est pas justement un pundit ou un supporter. Là, c'est quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Ça, c'est plus pour l'aspect supporter. Je pense qu'on sait de quoi on parle. Mais, au niveau de Luis Enrique, je trouve ça impressionnant. On était dans une transition espagnole. Puis là, on voit tout de suite quels seront les éléments qui vont permettre à l'Espagne de continuer à dominer et avoir ce style de jeu-là pendant plusieurs années. Ils ont confisqué le ballon à Barella, Jorginho et Verratti. C'est-à-dire, voilà le niveau de joueur qui, pendant 90 minutes, 120 minutes, n'a pas vu le ballon. Donc c'est fou, ce Pedri. C'est juste fou. Il sera sûrement élu meilleur jeune de l'Euro devant Damsgaard. Gros joueur, très 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 gros joueur, impressionnant. Jean, ton top? Bon top. Alors, pour l'Euro, Jorginho, justement. Il y a eu effectivement un match qui était plus compliqué face à l'Espagne parce que les conditions du match ont fait que il a moins eu à donner, il a eu moins d'influence dans le jeu. Mais tu vois que c'est un joueur qui te règle un milieu de terrain comme ça. C'est vraiment... bon, on va parler beaucoup des gars de devant, parce que on va parler de Chiesa, on va parler Immobile, et on va parler de tout ça. Mais Verratti, parce que c'est un personnage qu'on connaît depuis longtemps, puis qui représente de façon extraordinaire la squadra. On va parler de Chiellini, bien entendu, mais Serginho, waouh. Honnêtement, il faisait un petit peu chambrer quand il est à une époque, parce que c'était le nombre de passes, record de passes, etc. Mais tu vois que bien utilisé, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que tu vois que tranquille, il va récupérer un ballon, il va toujours essayer de trouver la bonne option, pas celle forcément du joueur libre, mais celle qui va faire progresser le jeu. C'est vraiment parler de milieu intelligent. Voilà, Jorginho, il est dans dans ce moule-là du milieu, qui est capable de comprendre comment le jeu fonctionne, mais pas simplement, je dis, de voir ce qu'il y a sous la main, mais ce qu'il y a dans les moments à suivre, et de toujours savoir comment faire jouer son équipe. Ton flop, Sid? Le penalty de Sterling, je pense qu'il n'y a rien qui va dans cette action. Il y a 2 ballons sur le terrain. On n'est pas au parc du coin. Il y a cette volonté à plusieurs reprises de chercher la faute. Enfin, même pas de chercher la faute, ce qui est le rôle d'un attaquant, mais c'est de faire croire qu'il y a une faute. Et on a de plus en plus des joueurs qui ont cette capacité à, quand ils conduisent le ballon, à laisser traîner l'autre jambe. C'est un exercice d'équilibriste. Et on a ce penalty qui est extrêmement généreux, qui n'est pas visiblement vérifié avec la VAR. La VAR fait son travail. Agnon doit dire à l'arbitre, tu fais pas une erreur manifeste, mais on aurait aimé que l'arbitre, dans ce cas de figure, fasse au moins, de façon théâtrale, aller à l'écran, reste-y au moins 10-15 secondes là, pour faire semblant que tu as checké quelque chose, parce que mais le contexte... Ça sert à quoi? Ça sert justement à pas dire que... La reprise vidéo... Mais non, mais l'arbitre va pas checker. Non, mais il n'y a pas besoin d'aller checker, parce que la reprise vidéo,
tu demandes seulement à l'arbitre d'aller à son écran si toi, à la base, il y a une erreur claire et évidente. Et moi, là où parce que, comme tu dis, à un moment donné, on a tellement critiqué le VAR pour avoir pris trop de temps, là, tu vas t'en aller sur le coin du terrain juste pour faire assemblant, pour finalement. Parce que, Mais au déjà, final, tu ce aurais qu'on pu avoir retient, là, t'aurais pu non, revenir sur ta décision, déjà. Il non, aurait pu. non, mais Donc, il c'est y a ça, du c'était ça. contact. Non, mais tu peux pas. Moi, celle-là, là, moi, tu siffles pas. Tout s'est passé avec l'arbitre. Et à quelque part, je salue l'arbitre d'avoir mis ses culottes là-dedans parce que tu aurais très bien pu mettre ton sifflet dans ta poche puis attendre le scénario inverse où on te dise que tu as fait une erreur claire et évidente de ne pas siffler. Et tu sais quoi? Si c'est là où tu vas aller, je te rejoins à 100 on n'aurait jamais renversé la décision et il n'y en aurait pas eu de pénalty. Mais l'arbitre a sifflé. Et à partir du moment où tu l'as fait, il y avait juste assez de contact pour que tu ne puisses pas revenir sur cette décision-là. Mais Non, mais non, le foot, c'est un sport de contact. C'est pas parce qu'il y a un contact qu'il y a un penalty. Moi, l'arbitre, genre comme dans un cas comme ça, en demi-finale, genre comme de l'Euro, tu vas influencer en prolongation le match, c'est terminé. Tu vas à l'écran. C'est comme je trouve que la MLS et Web en a parlé. Il y a mais c'est une erreur claire et évidente. Oui. C'est une simulation de Sterling qui est parti chercher un contact et qui a réussi à abuser l'arbitre. Non, mais ça, il y en a qui sont pas d'accord, ça je peux comprendre. Non, mais c'est parce qu'il est là, puis je vais te laisser conclure là-dessus. Il est là le nerf de la guerre, dans le fond. C'est est-ce qu'il y a eu une erreur claire et évidente? Parce que à partir du moment où tu réponds oui, ben oui, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il aille voir, mais c'est pas juste de manière théâtrale, c'est pour aller renverser sa décision. C'est pour ça que je te dis, moi, j'achète pas. Justement, arrête pas sur le mot théâtral, tu dois aller voir. Allez toi-même, en tant qu'arbitre numéro 1, après ta décision que tu as prise à vitesse réelle, allez checker, comme par toi-même, est-ce que tu as pris la bonne décision. Et ça, au moins, apaise. On n'a même pas cette discussion-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais attends, mais tu as pris ta décision super rapidement. En plus, cette décision-là, on la voit, nous, quand on regarde le ralenti, elle n'est pas aussi claire et nette que ça a l'air. On a besoin d'avoir comme 3-4 angles différents pour... Non, mais que c'est pas une bonne décision. C'est pas net que c'est une bonne décision. D'un côté ou de l'autre, si c'est pas clair et évident, tu peux pas revenir sur la décision. C'est ça le point. Mais mon point n'est... je pense pas que... je sais pas si le VAR fonctionne comme je pense qu'il fonctionne. L'arbitre central peut invalider sa décision après visionnement des images. Oui, mais lui va juste se faire envoyer à l'écran s'il y a une erreur claire et évidente. Sinon, puis il y en a des tonnes de séquences comme ça dans le match qui sont pour, par exemple, un tacle dangereux au milieu de terrain ou, tu sais, souvent, on les voit pas, celles-là, mais est-ce qu'il y a eu hors-jeu au début, puis finalement, on laisse aller parce qu'on a eu le temps de revoir assez vite, puis on n'en parle même pas à l'arbitre. Je pense que c'est là où le fardeau doit revenir sur qu'est-ce qui est considéré chez les gens du VAR comme une erreur claire et évidente. À partir de là, s'il y a le moindre doute, tu ne peux pas revenir sur la décision. Et moi, je pense, puis je le répète, là, c'est généreux, c'est très, très généreux. Puis moi, je ne suis pas content. Le Danemark ne méritait pas de sortir sur ce but-là. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ceci dit, à partir du moment où tu l'as sifflé, puis moi, je me rappelle de Howard Webb qui avait expliqué quand le VAR est arrivé ici en MLS, il avait dit on veut que les arbitres continuent d'arbitrer comme avant et arbitrent pas en fonction de ce que le VAR va faire ou pas faire pour eux par la suite. Il ne faut pas qu'ils déchargent leurs responsabilités. C'est ce qui est arrivé. Est-ce que c'est une erreur? Moi, je pense que oui, c'est une erreur de l'arbitre. Tu n'aurais pas dû siffler un penalty, mais une fois que tu l'as sifflé, tu ne peux pas revenir en arrière parce qu'il va toujours y avoir... Justement, la VAR est là pour que tu puisses revenir en arrière quand tu siffles et que tu as tort. Sterling, quand il va dans la surface de réparation, sachant déjà je reviens sur un point quand même assez important, cette action ne doit pas avoir lieu parce qu'il y a deux ballons sur le terrain. Sterling, quand il rentre dans la surface de réparation, son premier contact, il essaye de chercher une faute. Donc un arbitre de ce niveau-là, il sait très bien que là, dans cette situation-là, Sterling va tout faire pour chercher une faute. Il essaie de vendre une faute sur le premier but. Le but contre son camp, il essaye de vendre une faute. C'est leur rôle, comme des attaquants, de faire ça. Le procès de Raheem Sterling, par contre, je fais le procès. Neymar, on va jamais au VAR, là. Neymar au VAR? Non, mais dans le sens où si tu fais le procès de ce que les joueurs ont fait dans un match pour prendre une décision
à la fin d'une rencontre comme Mais c'est ça, ça en qu'ils cherchent. prolongation. Non, mais non, non, écoute, c'est comme, il y a des profils de joueurs qui sont comme Grealish qui est sur le terrain pendant 30 secondes, boum, genre comme jaune, faute, Mhm. jaune. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui subissent un nombre énormément élevé de fautes et qu'ils ont un profil à chercher des fautes. Et dans ce contexte-là, quand Sterling rentre dans la surface de réparation, c'est pour chercher un penalty. Donc assure-toi qu'il y a Mhm. vraiment une faute claire et évidente qui te permet de siffler. Sinon, tu fais comme tu fais pour les hors-jeux. Ben, tu laisses aller et après tu vérifies. Parce que là, 100% d'accord avec toi. dans ce cas de figure, moi, ce qui, genre, comme c'est un coup de sifflet qui est hâtif pour une faute qui est pas certainement évidente. Et puis là, On est d'accord. on a ces deux gros mots qui sont manifestes, évidents, clairs et qui fait que tu peux pas revenir sur la décision parce qu'il y aura il y a un contact. C'est un sport de contact. On va toucher On à est d'accord. l'adversaire. C'est pas le basket. Et c'est pour ça que là, dans ce cas de figure-là, il s'est fait abuser et c'est pas un beau look. Et puis ça, c'est pour l'histoire complète du penalty. C'est aussi genre comme des lasers dans les yeux de Schmeichel. Je sais pas, moi je trouve que c'est ridicule, genre comme d'accéder en finale. J'ai dit tantôt que c'était logique que l'Angleterre aille pour ses performances. Je trouve ça ridicule que ce fait de jeu est au centre justement des discussions parce que c'est une action qui est mal gérée de A à Z, genre comme par l'arbitre. On laisse un gardien qui a des lasers, on siffle un penalty qui est douteux, on laisse 2 ballons sur le terrain. C'est n'importe quoi cette action de A à Z. En tout cas pour moi. Après, là où je te rejoins, puis on va conclure là-dessus, on ira prendre une bière après si ça te tente. Là où je te rejoins, c'est qu'on a sifflé. C'est là où, s'il y a une erreur de commise, c'est de siffler puis de voir une faute sur ce moment-là de jeu, à ce moment-là du match. Mais une fois, avec les mécanismes que tu as, le VAR n'est pas là pour mettre le match, pour amener à la perfection les décisions, c'est pour réduire les erreurs flagrantes commises. Tu ne peux pas revenir sur celle-là et je suis d'accord avec toi, tu laisses courir. Si tu es à ce moment-là du match, tu es l'arbitre, tu te dis, ils vont me revenir puis ils vont me dire qu'il y a un penalty clair et évident. Là-dessus, je partage ton opinion à 100%. C'est pas ça qui est arrivé. Il a sifflé et je pense que c'est ça plus que le VAR qui est à critiquer. Pour les autres éléments dont tu parles, ben oui, je suis d'accord, mais c'est des trucs aussi qui arrivent en cours de match un peu partout. C'est juste que là, on analyse de fond en comble une situation qu'il mérite parce que c'est tellement lourd de conséquences pour le Danemark. Mais je pense que c'est peut-être là qu'on voit le début de quelque chose. Des arbitres dans la surface de réparation qui vont se mettre à utiliser leur sifflet comme les juges de ligne utilisent leur drapeau. Bref, pas l'utiliser jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose, puis là, dire « parlez-moi à l'oreille, est-ce que j'ai manqué quelque chose? » Ça, je serais vraiment pas surpris que ce soit la prochaine étape. Bref, je suis pas mal certain que ce segment-là, Sid, va se ramasser sur les réseaux sociaux. Commentez, là, que vous soyez sur Twitter, sur Facebook, peu importe, commentez cette discussion-là. On a hâte de savoir ce que vous en pensez. Jean, je veux t'entendre maintenant sur la décision de Montréal de retirer sa candidature de la Coupe du Monde 2026, la FIFA qui l'a officialisé aussi. Est-ce que c'était évident, à ton sens, qu'on s'en allait vers ça depuis le retrait des fonds du gouvernement du Québec? Puis à quel point on passe à côté de quelque chose ou au contraire, à quel point on s'en fait avec ça, mais au final, ça va être l'autre bord de la frontière avec l'Ontario, un peu plus loin à l'ouest ou au sud avec les matchs aux États-Unis? Bah, écoute, ouais, depuis quoi, janvier, hein, que le gouvernement de Québec a dit, wow, là, on est en train de déborder vraiment beaucoup trop de ce qui était prévu. On est déjà au double de ce qui était annoncé au départ et on est à plus de 4 ans quand même de l'échéance. C'est-à-dire que les coûts vont vont pas faire que grimper, hein. Je crois que c'est la projection un petit peu. Donc, l'annonce, si tu veux, ce qui était dans l'air, c'est que le gouvernement ne participerait pas au chantier et aux travaux nécessaires et que donc la ville a annoncé que finalement, elle retirait la candidature de Montréal. Donc, on l'attendait, hein, on l'attendait vraiment. Et le ton qui était employé déjà depuis le début de l'année laissait peu de place à un possible compromis. Ouais, c'est ça. Je vois pas comment on aurait pu se retrouver quelque part. On ne demandait pas de négocier, on était juste en train de dire que ça ne nous intéressait plus. Voilà, clairement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je pense que les deux avis se tiennent. Tu peux très bien dire, écoute, c'est une occasion, on passe à côté d'une super occasion.
d'avoir un événement majeur qui est toujours de nature à faire bouger les choses ici, clairement, de créer un bouillonnement, une émotion qui colle bien avec l'image que Montréal veut donner d'elle-même, qui est ce côté international, cosmopolite. Enfin, c'est clairement un événement qui colle parfaitement à la ville. De l'autre côté, tu vois que à chaque fois qu'une ville maintenant est impliquée dans ce genre de projet, les coûts sont énormes. Que de plus en plus, et ça c'est pas nouveau, on voit que les retombées financières ne sont pas forcément par rapport à l'investissement, ne sont pas toujours celles qu'on nous fait miroiter, et que de toute façon, d'une façon beaucoup plus générale et globale, on est entré déjà dans un système où il y a de plus en plus de contestations vis-à-vis de ce genre d'événements comparé aux réalités économique et sociale du quotidien, et qu'à un moment, on demande aux municipalités, on était dans une période effectivement de gestion assez rigoureuse des finances, des finances publiques en général. Et tout ce qui est superflu comme ça, et ça apparaît comme superflu, on demande un petit peu d'y réfléchir à deux fois ou de couper, parce que c'est pas qu'ici, c'était le cas au Brésil. C'était bon, la Russie, c'est encore autre chose, mais à la Coupe du Monde au Brésil, c'était déjà une des grosses discussions. Donc, ça tient debout. La logique, elle est là. Quoi. Je ne vais pas me battre avec ça. Non, mais il y a aussi, Jean, parce que tu parles des retombées économiques, puis on va passer au sujet chaud dans un instant, mais c'est pas juste les retombées économiques de la Coupe du Monde, c'est le fait que les demandes de la FIFA sont complètement folles. Tu as des événements qui sont bien ancrés en ville. La Formule 1, la Formule 1, à quelque part, là, plusieurs le voient comme un joyau en ville. Les festivités que tu vis à Montréal à l'approche du Grand Prix dans cette semaine-là, c'est vraiment particulier. Les festivals que tu as en ville, tu es non seulement en train de dire investissez dans quelque chose qui ne va pas beaucoup vous rapporter, mais cancellez vos autres projets pour l'été, on débarque puis on veut le monopole. C'est là où ça ne marche pas. Puis ça ne marche pas surtout en Amérique du Nord, où tu n'as pas constamment cette Coupe du Monde ou la possibilité d'accueillir cette Coupe du Monde. Tu agis comme si tu étais en Angleterre, en France, au Portugal, peu importe. Et là, tu te dis, arrêtez tout, puis il n'y a que nous qui existent. La réalité nord-américaine, c'est pas celle-là. Pour moi, ça reste une grosse déception d'un point de vue des fans, parce que moi, j'ai été tellement marqué par mon premier voyage pour aller voir un match d'équipe nationale. C'était à la Coupe du Monde en 94. Je suis allé à Boston voir l'Italie contre l'Espagne en quart de finale avec mon père. Et à quelque part, je pense que ça a quasiment modelé un peu mon parcours par la suite. Puis je pense que c'est quelque chose que plusieurs auraient pu vivre seuls ou en famille en 2026. Au final, il faudra aller le vivre, je ne sais pas, à Toronto, à Edmonton, peut-être à Vancouver s'ils reviennent dans le coup, ou sinon aux États-Unis ou au Mexique. Ça reste à quelque part une déception, même si je suis d'accord avec toi. On l'attendait un peu. Les gars, sujet chaud, on va enchaîner avec une question de Lou posée sur Twitter. Sid, on y va avec toi. À partir de quand faudra-t-il se pencher sur le renouvellement ou le mouvement d'effectifs en parlant de départ des joueurs du CF Montréal qui sont en fin de contrat avant que ça devienne un problème? Lou parle de Diop, Struna et Rudy Camacho. Parlant de Struna, il dit « Je pense que c'est en fin de contrat. » Je pense que, en fait, vas-y, réponds à cette question-là. Est-ce qu'il faut bouger maintenant ou est-ce que tu fais l'année puis tu vois par la suite? C'est un peu du cas par cas. Moi, je pense que pour Diop, pas besoin de bouger. Je crois qu'il peut arriver à fin de contrat et on va avec le binôme de Sébastien et de James. Ça, c'est parfait comme ça. Du côté de... Tu ramènerais, juste pour clarifier là-dessus, dans le fond, tu ramènerais Breza rendu là avec la blessure de Diop. Tu dis rapatrie Breza, signe-le au pire en prêt encore pour une autre année puis tu es capable d'y aller avec ça? Oui, puisque pour moi, James Pantemis, en numéro 1, on voit tous que ça fait vraiment du sens, qu'il n'y a pas une amélioration significative de Clément Diop. Il y a aussi, il y aura une différence salariale aussi évidente, mais donc je pense que pour James Pantemis, c'est une évidence qu'il est numéro 1. Struna coûte vraiment beaucoup trop cher s'il est en fin de contrat ou même s'il y a des offres pour le mercato actuel.
je serais d'avis de le vendre. C'est beaucoup, 1,5 pour un défenseur plutôt correct, c'est beaucoup trop d'argent. Et ce qui permettrait à ce moment-ci, d'un point de vue de Rudy Camacho, qui, avec ses performances actuelles, justifie complètement son salaire, de pouvoir le reconduire, que ce soit au salaire actuel. J'aurais jamais cru que je redis ça un jour. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Écoute, je t'ai posé cette question-là ici. Je t'ai posé cette question-là à la radio. Puis là, je t'entendais avancer dans ta phrase. Puis j'étais là, coudon, il est-tu même en train... Attends. Là, je vais pousser encore plus loin. Es-tu prêt? Là, attends. Es-tu prêt à lui donner une augmentation de salaire? Basé sur ces 12 matchs, oui. Après, je pense que psychologiquement, dans le volet MLS et du cap salarial, plus de 1 million, c'est compliqué. C'est pas non plus un joueur qui est pas dominant sur les coups de pied arrêtés. Parfois ces 3-4 buts là que pouvait marquer des Omar Gonzalez ou d'autres du côté de Nashville, Zimmerman. Ouais. Parfois justifie le million symbolique, et Camacho ne fait pas ça. Mais déjà là, pour moi, de penser que 800 000, c'est bien payé pour Camacho, ça prouve à quel point il est dominant, et il faut le reconnaître. Voilà, ce serait la mauvaise foi de s'entêter par rapport à son passé. Le dernier dans l'équation, c'était qui On avait Struna, Diop, puis c'est ça, avec Camacho. Mais pour répondre à la question de notre auditeur, je pense que c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant, puisque les agents, eux, ils sont au travail. Donc, c'est maintenant que ça doit se faire. Et je crois que ce qui est très bien, ça c'est quelque chose que tu as parlé à plusieurs reprises et j'adore, c'est très clair de comprendre l'effectif montréalais et les statuts. Et pour ça, ces types de décisions sont plutôt rapides et plus faciles aujourd'hui pour Olivier Renard, de se dire, est-ce que je peux le remplacer à ce salaire-là ou moins? Réponse assez oui pour la plupart des joueurs cités, mais je pense que Camacho, pour ce qu'il apporte, pour son leadership offensif, et puis même son profil, je pense que c'est un joueur qui a réussi à trouver Kyoto dans la profondeur. C'est un joueur de ballon aussi, qui casse des lignes. Je pense que c'est intéressant. C'est un joueur que je reconduirais tout de suite pour la paix d'esprit. 8 juillet 2021. Mettez ça dans votre calepin. On a reconduit Rudy Camacho. Hey, je mettrai un autre élément là-dedans parce que la comparaison, je suis d'accord avec toi, il faut que tu la prennes au cas par cas. Kiki Struna, c'est pas un gars qui, à la base, est venu en Amérique du Nord pour jouer à Montréal. Rudy Camacho, oui. L'attachement à la ville, moi, je pense qu'une fois la pandémie passée, Camacho, même de mémoire, est-ce qu'il n'avait pas réfléchi à la possibilité de se rendre disponible pour jouer pour le Canada s'il devenait citoyen? Mais, il me semble que j'ai vu ça. Il fait les démarches, effectivement. Il fait les démarches. Puis tu sais, juste par rapport au fait que là, maintenant, les joueurs vont rentrer à Montréal, c'est un des rares qui a une maison à Montréal. Il a ses enfants aussi à Montréal. Il y a une vie ici, il sait c'est quoi. Et puis, je pense que c'est intéressant d'avoir des joueurs qui s'inscrivent un peu dans la durée aussi, lorsqu'on est capable d'en avoir. Alors que Kiki Struna, il y avait de l'intérêt de Crotone lorsqu'il est arrivé, Crotone en Italie, au début de l'année. Je pense qu'il va probablement y en avoir encore, vu ses bonnes performances du début de saison. Clément Diop, c'est un jugement très personnel. J'ai toujours senti qu'il y avait un attachement aux États-Unis plus grand qu'à Montréal ou au Canada. Donc, Camacho, pour moi, c'est clair que s'il y en a un que sportivement maintenant, mais humainement, tu veux attacher à Montréal pour plus longtemps, je suis d'accord, ce serait lui aussi. On enchaîne avec une question de Amine Jean. Ça va être pour toi, celle-là. Est-ce que les joueurs non vaccinés du CF Montréal ne pourront disputer les matchs au Stade Saputo? Parce qu'on rappelle que c'est possible que le match du 17 juillet face à Cincinnati soit joué au Stade Saputo. Amine poursuit en disant, pour éviter la quarantaine de 14 jours au retour des États-Unis, et si oui, vu qu'ils ont des contrats garantis, est-ce qu'ils auraient droit quand même à être payés à 100% de salaire? Bon, à ma connaissance, j'ai essayé de poser la question. Je ne pense pas que tu es dans une position pour enlever du salaire à des joueurs. Là, ça devient des droits du travail, puis tout ça. Puis ce serait à quelque part obliger les gens à se faire vacciner. Après, Jean, je veux t'entendre là-dessus, ça devient tout un casse-tête pour Wilfried Nancy, parce que là, les gars qui reviennent, qui ne sont pas doublement vaccinés, qui ne sont pas vaccinés du tout, ne peuvent pas s'entraîner sur les 2 prochaines semaines. Tu rates l'entraînement, tu rates le match du 17 s'il est joué à Montréal. Après, tu enchaînes avec un autre casse-tête. Ces gars-là, si tu les amènes jouer les 2 matchs suivants aux États-Unis, quand c'est le temps de les ramener, tu ne peux pas. Ou si toi, tu reviens entre les 2 matchs, chose que tu vas faire, je présume, tu ne peux pas revenir t'entraîner. Écoute, c'est des grosses décisions à prendre sur la fin de saison.
si tu n'as toujours pas d'exemption pour les gars qui ne sont pas vaccinés. Non, clairement, c'est un peu, on arrive dans une situation qui est assez étrange d'ailleurs, d'arriver à ça. Écoute, sur la gestion, je veux pas, j'ai pas de réponse à ça. Mais c'est clairement quelque chose qui va être fondamental dans les décisions de Wilfried Nancy sur les jours et semaines à venir. Comment je t'avoue que j'ai pas la réponse à ça. Ben, Comment Jean, gérer tous ces cas-là? je t'en lance une autre, OK? Parce que un joueur qui a 34, mettons, on prend Hernan Bernardello à l'époque, ou Marco Di Vaio, c'est un cas différent, là, il était joueur désigné. Mais des gars qui ont fait leur carrière, qui ont fait leur argent aussi. Tu leur dis, tu es obligé de mettre la moitié de ta saison à la poubelle parce que tu ne peux pas voyager, fait que tu vas juste pouvoir jouer les matchs à domicile. Peut-être qu'ils diraient, OK, moi, je fais mes entraînements. Mais là, tu as un effectif qui est beaucoup plus jeune, qui a 21, 22, 23 ans. Mhm. Ces gars-là, ils sont en train de placer leur pion pour le reste de leur carrière. C'est peut-être pas juste Wilfried Nancy qui va avoir des questions à se poser, c'est peut-être Olivier Renard qui va avoir l'appel d'un agent et qui va dire, Hey, moi, mon boy, Bon, il n'est pas rajoute pas. capable de jouer la moitié des matchs, je veux m'en aller ailleurs. Mhm. C'est à ce point-là là, que si tu n'as pas d'exemption, ça peut devenir complexe à gérer. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis totalement le cheminement là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça va être beaucoup de cas par cas, beaucoup Ah plus ouais, que de faire une sorte de règle générale. Est-ce qu'il va falloir demander, une exemption avec un certain nombre de choses à l'appui? C'est toujours un petit peu délicat. Mais ouais, la question qui va se poser clairement, comme tu le dis, ça va être par rapport à des joueurs qui risquent d'être amenés de perdre une bonne partie de leur saison, de perdre une partie significative de leur saison à un moment important, parce que on se rend bien compte que là, on arrive à des moments où si tu arrives à t'imposer dans le groupe et en particulier dans un 11-13 de départ, et là, en ce moment, à ce moment-ci de la saison, tu es bien barré pour jusqu'à l'automne. Donc clairement, c'est une opportunité à côté de laquelle tu peux pas, tu es obligé de t'y accrocher. Si tu la vois qui passe à côté et que tu es obligé de laisser filer parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le droit d'y participer, ouais, effectivement, là, bon, ben, sors-moi d'ici. Hein, ouais, ça va être tout à clairement le fait. coup de fil à l'agent. Donc oui, quand je dis c'est un casse-tête pour Wilfried Nancy, c'est ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment du cas par cas et qu'il va falloir rapidement essayer de voir ce qui se passe pour chacun des joueurs en question. Juste comme ça, là, le Canadien de Montréal s'est déplacé à Vegas. Vegas s'est déplacé à Montréal. Les Montréalais sont allés à Tampa Bay. Tampa Bay est venu à Montréal. Je faisais le calcul là, entre les médias, les arbitres, le personnel de la Ligue, le personnel de chacune des deux équipes. Tu dois tourner autour de 100 personnes par marché. Vous êtes en train de me dire que sur les 300 personnes qui ont traversé la frontière, qui sont allées directement à l'aréna, que personne n'a fait de quarantaine, il n'y en a pas un là-dedans qui était pas doublement vacciné ou pas vacciné du tout. C'est Mais je pense que c'est ça garanti. qui est, Là, je suis bien c'est ça qui d'accord est avec toi. intéressant, Oli. Je pense que le débat, il faut arriver à l'élever un petit peu avec ce type d'exemple. Moi, je suis surpris de savoir, bon, la quarantaine, ok, très bien, c'est entendu, mais on dit que les joueurs ne peuvent pas s'entraîner au centre Nutrilait. Donc, c'est là où il y a des trucs qui m'échappent. Alors qu'au niveau, je sais pas moi, amateur, on peut tous s'entraîner, alors qu'on n'est pas forcément tous doublement vaccinés. Il y a beaucoup de Oui, choses mais tu n'as pas traversé. Attends, mais c'est juste s'entraîner sur les 2 semaines de quarantaine. Après, ils vont pouvoir s'entraîner au centre Voilà. Nutrilait. D'accord, ok, très bien. Ok, comme Ouais. j'avais mal compris cet aspect, parce que Mais, ça, ça mais, encore me. là, mais encore là, tu soulèves la question, puis moi, j'y avais même pas pensé parce que j'ai pris pour acquis qu'on allait revenir. Rappelle-toi la trêve là, de 24-25 jours, on n'a pas pu revenir ici. Est-ce qu'on est encore au même stade? Il y a pas. Parce que l'année passée, là, ils sont revenus, puis ils sont allés s'entraîner avec une quarantaine modifiée. En 2021, là, on ne Mhm. peut pas. Tu fais super bien de le soulever, je ne m'en rappelais même plus de cet aspect-là. Je reviens, c'est complexe. Ouais, il y a aussi ça, et surtout les doubles,
Mais enfin, il y a des contextes dans lesquels il y a des choses qui sont correctes par rapport à seulement la gestion des finales, enfin, de conférences de Coupe Stanley et donc, comme de la finale en tant que telle. Puis c'est là où il y a quelque chose qui m'échappe sur la gestion du cas par cas, comme dit Jean, mais en même temps, s'il y a des règles qui valent pour une équipe sportive professionnelle, pourquoi ça vaut pas pour une autre? On est quand même capable de faire des tests fréquemment. Ils l'ont déjà fait quand c'était à Orlando, qu'il n'y avait pas encore les vaccins pour tout le monde. On parle de l'an passé. Donc, on est capable d'avoir des tests fréquemment. Et au niveau du rôle du vaccin, à partir du moment où il y en a qui sont vaccinés, c'est pour se protéger des formes les plus graves et un peu des infections. À quoi bon, finalement? J'ai l'impression que il n'y a pas forcément de gain à avoir été vacciné. Donc, je m'interroge un petit peu sur tout ça pour CF Montréal. Par contre, au niveau du cas par cas, 3 millions de salaire pour Victor Wanyama, j'espère pour lui qu'il n'est pas parmi les gens qui ne sont pas vaccinés, parce que en termes de gestion d'effectifs, c'est juste pas possible. Déjà, même quand il est sur le banc, on se pose des questions. Alors, imagine qu'il ne peut pas jouer à cause de ça. Tu as tellement raison. J'ai posé la question cette semaine à Wilfred Nancy. J'ai pas eu de réponse. Moi, c'est le gars. Parce que ce qu'on entend, là, c'est pas 10. OK? C'est pas 10. Mais si c'est 3-4, puis je dis n'importe quoi, là, Romel Kyoto, Rudy Camacho et Victor Wanyama. Pas bien, là. Ça se pourrait que tu sois dans le trouble. Donc, c'est pas combien, c'est qui exactement. On va le savoir au cours des prochains jours avec le retour à Montréal. Et justement, Sid, il y a Émile Archambault qui nous parle de retour à Montréal. Êtes-vous inquiet ou optimiste pour la réaction du public si et quand le CF Montréal reviendra au Stade Saputo? Est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de contestations? Et si oui, est-ce que c'est un problème? Déjà là, il faut qu'il y ait des gens qui aillent au stade, donc ce serait déjà un plus, parce que moi je crois toujours qu'en termes d'émotion, l'indifférence c'est la pire des émotions relativement à ton équipe sportive. La colère, c'est encore une émotion qui reste assez saine pour ton équipe sportive. Donc s'il y a des gens qui veulent se déplacer pour manifester de la colère, c'est qu'il y a un attachement au produit. J'aime pas ce terme, mais il est encore là, et finalement je préfère ça que de voir moins de monde, malgré, je connais pas du tout les jauges, etc. Mais je préfère ça, que les gens manifestent, mais qu'ils soient présents pour manifester. Est-ce qu'on peut être inquiet? Je crois pas, non. Hein, je ne sais pas non plus, malheureusement. Il y a beaucoup de temps qui sont écoulés depuis la mi-janvier, et je crois pas forcément qu'on soit dans le même état d'esprit aujourd'hui. On aura envie de souligner des choses, mais je pense pas que ce soit avec la même vigueur. Donc, je suis pas forcément inquiet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça, c'est le nombre de gens. C'est plus le nombre de gens qui se présenteraient plutôt que la réaction des gens une fois qu'ils sont présents. Je veux juste bien comprendre ta réflexion, parce que là, tu parles pas de combien de personnes auraient le droit de se déplacer au stade. Ça, c'est 5 000. Toi, tu demandes, est-ce que les gens ont le goût d'y aller, point? C'est ça? Voilà, oui. C'est quelque chose qui est difficilement appréciable sur les réseaux sociaux, parce que tu peux être indifférent. Ouais. Voilà, tu peux être indifférent et donc justement ne plus parler. Alors que ceux qui sont plus fâchés, ils vont être un peu plus actifs. Mais tu sais pas à quel point justement cette émotion-là est représentative. Donc, déjà là, si on dit 5 000 et qu'on n'arrive pas à arriver à 5 000, moi, quel que soit le comportement des gens qui sont sur le stade, déjà là, moi, ça m'alertera beaucoup plus qu'autre chose. Et c'est sur ça que je me pose... Je sais pas vraiment... c'est un club qui va bien sportivement, mais tu as l'impression qu'il y a certains irritants. On l'a vu avec la photo de Mathieu Choinière la semaine passée, qui a été croppée au niveau du logo. Mais peut-être que ta théorie est la bonne. Moi, je pense qu'il faut creuser sur les droits d'image ou autre, parce que sinon, je n'arrive pas forcément à... Tu fais bien de ramener ça. Moi, j'ai posé la question, puis c'était pas ça. Non. C'était pas ça. Et ce qu'on m'avait dit... Non, mais pourquoi? Ce qu'on m'avait dit, c'est que sur la deuxième fois, tu sais, quand Louis Binks est parti, on avait eu un backlash, comme c'était le cas avec Thierry Henry la première fois à l'hiver dernier. Ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était une décision en lien avec le branding et qu'on avait compris que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc là, ce que je pense, c'est que je veux pas dire qu'on a pris les gens pour des cons, mais on a dit on n'a pas effacé le logo, mais tu croppes la photo. N'importe qui est un fan hardcore de l'Impact sait que cette photo-là, on l'a tous déjà vu passer quand Mathieu Choinière a signé son contrat pro et que tu l'as croppé. Écoute, on croppe jamais des photos du côté du CF Montréal, jamais. Puis là, comme par hasard, celle-là, avec l'ancien logo, tu la croppes aussi. Moi, je pense qu'on l'a échappé avec cette décision-là. Puis là où ça va être intéressant, c'est que
si on peut le jouer le 17 juillet, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sid. C'est là qu'il faut faire du marketing. C'est là qu'il faut créer un énorme buzz. Ça prend des nouvelles, ça prend quelque chose d'enthousiasmant, ça prend un discours. Je pense qu'à quelque part, c'est le temps que Kevin Gilmore ressorte, peut-être même Joey Saputo qui pourrait sortir et dire « Hey, la gang, on vous attend à bras ouverts. On est tellement heureux au bout de 2 ans de pouvoir revenir à la maison. Ça reste à voir ce qu'on va faire parce que le 17 juillet, pas besoin de vous dire, on est le 8. » Fait que ça s'en vient très, très, très Exactement. rapidement. Exactement. Jean, un petit commentaire rapidement sur la finale de la Copa América qui s'en vient. On présente ça samedi. Brésil-Argentine, c'est ce qu'on voulait tous? Ah, oui, Brésil-Argentine, c'est magique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Fantastique, on s'en rend pas vraiment compte, mais on a très, très peu l'occasion de voir des Brésil-Argentine. C'est vrai. Franchement, tu peux demander combien tu as vu dans la vie, en compétition, quelque chose de vrai, et pas des masses. Hein, alors que c'est très, vraiment, très nettement le, le top du top. Actuellement, on a vu que c'était 2 équipes qui tendaient vers cette finale et qui étaient vraiment prêtes à tout, je dirais quasiment, pour y aller, de façon très différente, même si pour les deux, ça a été pénible sur les derniers, en particulier sur le dernier match. Hein, aucun des deux a franchement flambé et dominé sa demi-finale. Par contre, on a 2 groupes qui sont actuellement dans leur meilleure expression depuis des années. On parle de l'Argentine qui est à 18 matchs sans défaite. C'est sensiblement la même chose pour le Brésil. Donc, toutes les deux sur des excellentes dynamiques, clairement qui veulent s'inscrire sur du long terme parce qu'il y a l'objectif Coupe du Monde. Mais l'objectif Coupe du Monde, il est balayé. On en a beaucoup parlé durant cette Copa América, mais il est très clair que l'un contre l'autre en finale, c'est une finalité en soi, c'est un objectif en soi, tu passes pas à côté, tu n'es pas en train de parler de on va réfléchir à comment faire pour plus tard. Il y a clairement d'un côté, évidemment, un premier titre pour Messi avec la Seleção, avec la sélection argentine, pour la Seleção, c'est Neymar aussi, parce que Neymar l'a pas eu ce titre-là non plus, parce que il n'était pas là, il n'était pas là, blessé durant la Coupe du Monde et blessé avant la dernière Copa América. Donc il y a quelque chose qui est focalisé autour des 2 joueurs majeurs des 2 équipes et puis aussi des 2 groupes. Il y a cette question de suprématie continentale avec tout le sous-jacent de la Copa América qui aurait dû être à un moment en Argentine, que les Argentins n'ont pas vraiment apprécié, aimé qu'il soit déplacé au Brésil, clairement. Absolument. Donc il y a vraiment quelque chose de fort derrière ça. Tu choisis qui, ton gagnant? J'irai avec le Brésil, même si ces 2 derniers matchs, il m'a clairement fait poser plus de questions qu'en début de tournoi. Les yeux fermés, je t'aurais dit Brésil. Là, clairement, on voit qu'ils ont du mal, qu'ils ont été gênés et que Tite n'a pas toujours forcément eu des décisions qui n'a pas été forcément justifiées dans toutes ces décisions. Alors que tu vois que du côté de l'Argentine, ça a tendance à rouler un peu mieux. Ton hésitation me dit que ça s'en va au penalty, cette histoire-là. Jean Gounel, on va être capable de le voir la semaine prochaine. Sid, ton gagnant de l'Euro, c'est qui? Italie. Écoute, je penche de ton côté aussi. Tu sais pourquoi? Giorgio Chiellini au pile ou face. Après, c'était quoi? C'était avant les pénaltys avec Jordi Alba. Ce gars-là est juste pas sur le même câble que des gens normaux. Il n'est pas filé de la même manière. Plus il y a de la pression, plus il y a du fun. C'est super dangereux d'avoir des gars en face comme ça parce qu'ils ont peur de rien. Puis je pense que la culture de la gang italienne, même s'ils ont raté la dernière Coupe du Monde, ça va être un peu trop à gérer pour les Anglais qui, à mon sens, ont une équipe potentiellement plus intéressante, mais ils vont frapper un mur italien qui sait comment gagner des trophées comme ça. Et it's not coming home, que ce soit le trophée ou le football. Ça va repartir vers Rome dans les bagages de la Squadra. Les gars, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous, à la maison, dans votre voiture ou en marchant dans les rues de Montréal, du Québec ou peu importe où vous êtes où sur la planète. Merci d'échanger avec nous à chaque semaine. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter, #LDSF, et de partager le contenu sur le rds.ca et sur iHeartRadio.